Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une controverse sur la réduction drastique du nombre de places disponibles dans les écoles normales supérieures au Cameroun. Cette décision gouvernementale suscite un tollé, notamment chez les jeunes diplômés, députés et frustrés se plaignent d'avoir moins de chances et moins de probabilités d'accéder au recrutement à la fonction publique. Dans les rangs des syndicats, cette décision ministérielle est perçue comme une provocation car elle est en parfaite inadéquation avec les besoins importants en ressources humaines dans le secteur de l'éducation secondaire. Le gouvernement mis sur le banc des accusés s'explique au cœur de ce journal. Où sont passés le centre commercial et le fameux hôtel prévu durant l'aménagement et la construction du complexe sportif d'Olembe, non loin de Yaoundé? La réalisation de ces deux infrastructures accuse un sérieux retard, une évolution en dents de scie au moment où toute l'énergie est déployée pour la construction du stade de football sur le site du complexe sportif d'Olembe. On fait le point dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À l'extrême nord du Cameroun, que deviennent les localités ayant subi des attaques et exactions de Boko Haram durant de nombreuses années? La plupart d'entre elles n'ont plus de ressources financières, l'essentiel des équipements marchands étant sinistrés, les ressources financières et également la recette fiscale se sont amenuisées. Les nouveaux exécutifs municipaux sont dos au mur. La réalisation des promesses électorales se heurte à la faillite des activités commerciales et agro-pastorales. Dans un tel environnement, la situation est quasi difficile pour les populations. C'est le cas à Kolofata, dans le département du Mayo-Sava. Amadou Daïrou et Jean-Paul Founiat. Sur les 47 communes de l'extrême nord Cameroun, Kolofata a le plus subi les attaques de la secte islamiste Boko Haram. Des pertes en vies humaines considérables et des dégâts matériels énormes sur des infrastructures sociaux de base, évaluées à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. On amorce, comme j'ai eu à le dire tout récemment, une phase de stabilisation, malgré l'existence des nuisances de Boko Haram qui continuent toujours à nous attaquer. Nous considérons que le plus dur est passé. Reprenant vie petit à petit, avec le retour des habitants qui avaient fui les attaques et pillages des adeptes de Boko Haram, Kolofata tente de vouloir se refaire une santé économique perdue dans la destruction de ses marchés et plus de 300 boutiques incendiées à travers cette municipalité frontalière au Nigeria, la première économie d'Afrique. La reprise des activités transfrontalières va booster un peu la reconstruction de notre région. Mais cela passe par la réhabilitation des routes, notamment la nationale qui dessert notre commune et qui est en très mauvais état. Ici, les populations qui ont été dépouillées de tous leurs biens manquent d'eau potable, d'énergie électrique et des revenus pour subvenir à leurs besoins primaires. C'est très dur pour nous. À nous à vendre papa le poisson, de vendre ce qu'on peut manger avec les enfants et l'habillement aussi. Parce que les enfants n'ont pas l'habillement. Tu peux voir un enfant, il marche nu. Il n'a même pas quoi s'habiller, il n'a même pas rien. La mesure qu'on veut surtout, au fur et à mesure qu'il y a plus d'accouchements, plus de déplacés, l'insécurité persévère. On veut l'appui d'abord pour ça. De deux. Maintenant, il faut que vraiment le gouvernement veille toujours sur la zone rouge sans négliger en disant que vraiment ça s'amortit, ça s'abaisse. On a toujours des surprises. Sans hôpitaux, ni écoles et routes, le nouvel exécutif municipal, privé de sources de revenus propres tirées des impôts locaux et taxes communales, n'a toujours pas un franc CFA de centimes additionnels et des ressources que le gouvernement doit transférer aux collectivités territoriales décentralisées. Nous considérons que le plus dur est passé et que maintenant il faut réhabiliter toutes les structures fonctionnelles qui ont été détruites. Il faut tenir compte des besoins nouveaux des populations qui retournent dans leur terroir, c'est-à-dire l'accès à l'eau, les routes, les besoins de santé, les écoles. Ça, ce sont là nos préoccupations essentielles. Installés dans leurs fonctions, le nouveau maire et ses adjoints ont donc fort à faire pour remettre à flot une commune
qui collectait plus de 350 millions de francs CFA de recettes annuelles avant la calamité Boko Haram. Déclarée zone économiquement sinistrée autant que le nord-ouest et le sud-ouest, les élites de Kolofata et de l'extrême nord misent désormais sur l'attente d'un plan public de reconstruction de leur région, dévastée plus de 5 ans durant par la secte islamiste Boko Haram. Pour le moment, seul le plan présidentiel de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest est en cours. Le Premier ministre a tenu une réunion interministérielle qui s'est déroulée à l'immeuble Étoile à Yaoundé en présence des différentes agences en charge de la coordination des affaires humanitaires. Objectif, mobiliser des ressources pour la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ressources financières qui doivent être mobilisées sur le plan international, a relevé le Premier ministre en chef du gouvernement. Dans l'actualité, depuis plusieurs jours, les populations ont du mal à se mouvoir entre le Nyong-Ekele et également la Sanaga maritime, deux régions coupées du fait d'un accident survenu sur un pont de fortune. Un camion y est stationné depuis plusieurs jours, ayant du mal à démarrer. La circulation est interrompue. Les populations du Nyong-Ekele, la Sanaga maritime, sont exaspérées par cette situation. Évocation avec notre correspondant Joël Niem, notre reporter Isabelle Carole Zopet. Ce camion, tombé en panne sur le pont de la Kélé, qui relie l'arrondissement de Biouha à Pouma, plonge dans un véritable enfer les populations du Nyong-Ekele, car désormais coupées du reste du monde. C'est depuis plusieurs jours que cet engin transportant du bois en provenance de Messondo est en panne sur le pont, empêchant ainsi la circulation. Il n'y a plus d'autre route, on n'a qu'une seule route. Les propriétaires des camions sont portés disparus. C'est là, il faut le dire, les populations en paient le prix lourd. Les populations ont du mal à écouler les marchandises. Depuis lors, piétons et conducteurs d'engins à deux roues côtoient le risque de se retrouver sous le pont, faute de passage. Bon, quand le camion a bloqué la route, on force pour passer. Et parfois, vous voyez même, on se coche, comme hier, c'est passé, mais c'était coché. Parce qu'on faufile. Et si tu blagues, tu risques de tomber mal à l'eau. Avec les jours qui passent, il est bien possible que ce poids lourd se retrouve aussi sous le pont à cause de l'état défectueux de la passerelle. Nous attendons toujours la réaction des autorités gouvernementales dans la mesure où le pont est une frontière naturelle qui sépare deux arrondissements. Bon, de mon point de vue, je me dis que c'est l'État, les deux arrondissements n'ont pas trouvé un commun accord pour essayer de trouver la mesure la plus adéquate pour libérer les véhicules. À côté de cette situation, des cas d'accidents ont souvent été enregistrés à cet endroit à cause du mauvais état de la route, mais aussi de cette passerelle qui croupit sous le poids de l'âge. Comment des candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général affrontent les épreuves écrites de cet examen officiel de fin d'année? Ambiance à Bafoussam où quelques curiosités continuent d'être observées. Des précisions avec Leclerc Tsakem. Lycée bilingue de Bafoussam ce mercredi matin. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire série A bravent l'épreuve de philosophie en toute quiétude. Seule fausse note, dans ce sous-centre, une candidate testée positive au Covid-19 compose dans une salle d'isolement. Elle est arrivée déjà testée par la délégation régionale de la santé de l'Ouest. C'est pour ça qu'elle a pris toutes les dispositions pour l'amener vers nous, afin qu'ensemble nous puissions la mettre dans les conditions pour ne pas stigmatiser le candidat en question. Donc c'est même un candidat qui est meilleur que les autres parce que les autres sont peut-être là asymptomatiques, mais elle est visible, donc elle est moins dangereuse même que les autres par rapport aux intervenants. L'infirmière qui s'occupe de la candidate en question nous rassure que son état est stable. Casse-côte en main, bien avant leur admission en salle, ces candidats ont été soumis au rituel de lasage des mains à l'eau et au savon, la prise de température. Nous avons mis en branle toutes les instructions de la hiérarchie. Donc si on respecte toutes ces instructions, tous les candidats devraient être à l'aise. Donc il n'y a pas de problème par rapport
aux différentes dispositions qui devaient être prises pendant les examens. Certains de ces candidats sont terrorisés sans leur cache-nez. L'administration de cet établissement a dû puiser dans sa réserve pour leur soulager. Sur les 902 candidats attendus dans ce sous-centre du lycée bilingue de Bafoussam, 6 n'ont pas répondu présent. Ces futurs bacheliers et leurs aînés sont déjà frustrés et dépités en raison d'une décision ministérielle, laquelle précise que le nombre de places pour l'accès aux écoles normales supérieures est désormais réduit à près de 100 places pour l'ENS à Yaoundé et encore moins à Maroua et à Bertois. Cette décision est perçue comme une provocation dans les rangs des syndicats. Ils estiment qu'elle est en parfaite inadéquation avec les besoins importants en ressources humaines dans le secteur de l'éducation secondaire. Des postulants à ces concours d'entrée à l'école normale supérieure se plaignent d'avoir moins de chances et moins de probabilités de réussite à ces différents concours au regard du nombre de places assez réduit. Le gouvernement mis en cause reconnaît qu'il n'a plus d'argent pour l'encadrement des candidats et des futurs élèves de l'ENS et évoque également la crise sanitaire pour justifier une telle décision. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Les inscriptions se faisant en ligne, difficile de mettre la main sur des candidats intéressés par les concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mais les réactions qui fusent sur les réseaux sociaux depuis le 9 juillet 2020, date d'ouverture des différents concours par le patron de l'enseignement supérieur, expriment le désespoir. C'est que pour l'année académique 2020-2021, l'accès dans les écoles normales supérieures est très limité comparativement aux années antérieures. Tenez, à l'école normale supérieure de Yaoundé, 200 places seulement sont disponibles, réparties équitablement entre le premier et le second cycle, alors que l'année dernière, on en était à 240 places. À l'école normale supérieure de Maroua, l'on est parti de 226 places à 150 seulement, dont 80 au premier cycle et 70 au second. À Bertois, 150 élèves professeurs sont attendus, contre 210 postes ouverts l'année dernière. Une réduction drastique qui décourage les potentiels candidats et inquiète les syndicats d'enseignants. Ma réaction ne peut être qu'une réaction déjà de dépit et d'incompréhension. Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde les faits et les données sur le terrain, on est inquiet. Il y a aujourd'hui près d'un tiers du personnel de l'éducation qui est constitué de vacataires. Ces vacataires-là comblent un déficit béant alors qu'ils ne sont pas formés, ils sont sous-payés. Le syndicaliste est d'autant plus préoccupé que notre système éducatif souffre d'un manque criard d'enseignants. La plupart, bien que formés pour encadrer les élèves, se retrouvant malheureusement dans d'autres couloirs. D'un point de vue théorique, les effectifs apparents d'enseignants au Cameroun sont surestimés. Le ministère des Finances prend en compte sur le budget de l'éducation près de 240 000 enseignants. Mais lorsqu'on va sur le terrain et qu'on regarde les effectifs du Minesec et du Mineduc cumulés, on se rend compte qu'il y a un surcroît de près de 50% de ce personnel qui ne travaille pas dans ces deux ministères, qui ne travaille pas dans l'éducation et qui aujourd'hui travaille, qui aux finances, qui au domaine, qui au marché public. Au ministère de l'enseignement supérieur, l'on justifie la réduction du nombre d'élèves enseignants par la conjoncture actuelle, marquée par la baisse du budget de l'État, elle-même consécutive à la pandémie du coronavirus qui sévit au Cameroun depuis le début du mois de mars. Du fait d'abord de la conjoncture économique très difficile en ce moment, à savoir que l'État fait face à des sollicitations énormes, notamment celle qui est d'actualité, à savoir la pandémie planétaire qui n'est pas aucun État, ce qui suppose également des engagements substantiels. Ça a été fait dans le cadre du collectif budgétaire par le ministère des Finances. Le deuxième point maintenant qui préoccupe de plus en plus l'opinion universitaire, c'est celui concernant notamment le souci, la peur qu'ont certains étudiants de voir l'école normale supérieure privatisée entre guillemets, c'est-à-dire que les produits sortis pourront maintenant faire un concours pour entrer dans la fonction publique. On n'en est pas encore là aujourd'hui. Depuis quelques années, l'entrée dans les écoles normales supérieures est de plus en plus difficile. Des milliers de candidats se bousculent pour peu de places disponibles, ce qui selon certains favorise la corruption avec le phénomène de monnayage des places. Le flou ayant caractérisé le recrutement de 3000 instituteurs à l'éducation de base est notamment évoqué par ceux qui crient leur colère, estimant que le match est d'office perdu avant même d'avoir commencé.
En pleine crise sanitaire, la relance de la croissance économique est une équation difficile à résoudre au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières sous-régionales plaide pour l'accélération du remboursement de la dette antérieure afin de renflouer la trésorerie des entreprises. Le professeur Michel Cyr Djena Wembu a également évoqué la nécessité de revoir les ratios prudentiels dans les banques pour augmenter le niveau de financement de l'économie. Il s'est exprimé ainsi à la direction nationale de la BEAC à Brazzaville, la capitale du Congo. C'était lors d'une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre des réformes économiques de la CEMAC. Durant les travaux de la cellule de suivi, il était constaté un retard significatif dans la réalisation de certains objectifs du PREF CEMAC. Les réformes structurelles piétinent et les règles budgétaires sont loin d'être respectées dans la zone CEMAC. Sur les axes de la relance de la croissance économique, je vous invite à suivre cette intervention du professeur Michel Cyr Djena Wembu, secrétaire permanent du PREF CEMAC, lors de la réunion du suivi des réformes économiques en Afrique centrale. Aussi être une opportunité pour voir comment nous organiser pour avoir des économies plus résilientes pour repartir sur de nouvelles bases. Et une esquisse d'un plan est préparée pour faire en sorte que le secteur privé soit au centre désormais de la relance de l'économie. Il y a une question de remboursement du secteur privé, remboursement de la dette interne, parce que il faut, avec des créances du niveau actuel, le secteur privé ne peut pas se relancer. Il faut que les questions de remboursement de la TVA soient abordées. Il faut que les questions, n'est-ce pas, des assouplissements de seuil prudentiel soient également examinées de telle sorte que le secteur financier puisse mieux accompagner les hommes d'affaires, accompagner les créateurs d'emplois et de richesses. Il faut également que toutes les autres questions ayant trait à la négociation avec les partenaires extérieurs, au financement de notre économie, à la production locale, parce que nous avons vu maintenant, à la faveur de cette crise, lorsque le commerce international est fermé, que même les produits locaux, nous n'arrivons pas à nous les commercialiser entre nous. Donc, c'est tous ces aspects-là de production locale, d'échange, parce que pour échanger, il faut produire. Alors, qu'est-ce que nous allons produire? Comment créer la valeur ajoutée? Comment protéger les industries locales? Nous avons eu également à discuter sur les mesures nouvelles, parce qu'il y a des mesures qui étaient déjà prévues dans le PREF CEMAC. Vous avez suivi, ces préoccupations doivent être abordées durant la session ordinaire du comité de pilotage des programmes des réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Restons sur le continent africain pour mesurer les effets de la crise sanitaire. De nombreux pays ont du mal à faire face à la progression de la pandémie du Covid-19, des reconfinements à explorer ici et là, des ministres de la Santé limogés du fait de la controverse dans la gestion de la riposte sanitaire. On fait le point avec Nadine Yambou. Près de 6 mois après l'apparition du premier cas de coronavirus sur le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé se dit préoccupée par l'accélération de la pandémie dans plusieurs pays d'Afrique. Avec plus de 365 000 cas, l'Afrique du Sud est le 5e pays au monde touché en termes de contamination. Des chiffres qui, selon l'OMS, doivent servir d'avertissement aux autres États. La situation épidémiologique à Madagascar inquiète également le patron mondial de la santé. Longtemps resté parmi les pays les moins touchés par la maladie, Madagascar enregistre ces dernières semaines des contaminations en cascade avec plus de 7000 cas actifs à ce jour. Dans une récente lettre adressée aux institutions partenaires, le ministre malgache de la Santé tire la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation sanitaire dans son pays. Il révèle que plusieurs personnes auraient contracté le virus, parmi lesquelles des agents de santé. Il indique que les hôpitaux, débordés par l'afflux de malades graves, sont confrontés à un déficit d'équipements médicaux, notamment les respirateurs, les concentrateurs d'oxygène, des masques de protection ainsi que des médicaments.
À peine a-t-il réagi que cette sortie du ministre de la Santé suscite une controverse. Le porte-parole du gouvernement balaie d'un revers de la main ses propos et se dit consterné par cette lettre qui, selon lui, relève d'une initiative personnelle et pas approuvée par le Conseil des ministres. Les autorités malgaches soutiennent mordicus que la situation épidémiologique dans le pays est sous contrôle. L'OMS attire par ailleurs l'attention des pays sur la levée de certaines mesures de restriction qui pourraient faire monter la courbe de contamination. Il y a quelques semaines, le Sénégal, la Guinée ont décidé de rouvrir partiellement leurs frontières. La Tunisie, quant à elle, a déjà accueilli sur son sol un premier vol de touristes. En Côte d'Ivoire, l'isolement de la capitale Abidjan, des autres villes du pays, a pris fin il y a plusieurs jours. En RDC, Félix Tshisekedi a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les activités commerciales pourront officiellement reprendre dans les prochains jours. Pour le chef de l'État, il est question de réduire l'impact économique de cette pandémie dans son pays. Les rassemblements sont désormais autorisés, de même que les transports en commun. Dans le secteur éducatif, les écoles resteront fermées jusqu'en août 2020. Cependant, des pays tels que l'Algérie ont décidé de maintenir le confinement de sa population jusqu'au 26 juillet 2020, de même que ses frontières restent fermées après l'augmentation du nombre de cas de coronavirus. Au-delà de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, l'insécurité est décriée dans l'arrière-pays au Cameroun. À Garoua, une femme a été retrouvée morte dans son domicile dans des circonstances non élucidées, alors qu'à Bouddha, ce sont près de 3 malfrats qui viennent d'être mis aux arrêts. Des précisions avec Olivier Tsefo, Raphaël Tchoko, Carlos Minoué et Eric Fopoussi. Ces femmes en larmes sont sous le choc à cause d'un climat d'insécurité qui préoccupe à Garoua, dans le nord. La nommée Rukayatou Amadou vient d'être retrouvée morte au quartier Kankaro. C'est la femme de la voisine qui est venue me voir, disant qu'elle a envoyé une fille chez sa voisine là, qu'il avait trouvé, il y avait ses pieds qu'elle a aperçus dans la cuisine et ses affaires étaient dehors, dans le salon. Et elle ne laisse jamais les affaires dehors. Il y a eu un cambriolage dans mon secteur. Qu'ils ont retrouvé et qui était morte et ses enfants étaient dehors. En fait, je suis sorti, j'allais sur le lieu et puis j'ai appelé les autorités. J'ai eu le sous-préfet, puis le commandant de compagnie. Alertés, les éléments de la gendarmerie arrivent sur les lieux, suivis du médecin légiste, et une enquête est directement ouverte. Contexte d'insécurité similaire à Bouddha, à l'ouest, où un gang de malfrats récidivistes a été arrêté par les gendarmes. C'est un endroit, c'est presque au même endroit où dernièrement nous avons démantelé ce camp d'entraînement. Et aujourd'hui, les éléments de la brigade sont en train de présenter des récidivistes. Cela montre la suffisance que nous avons certaines personnes qui ont choisi de ne pas laisser les gens dormir. À cela, j'ai un seul message. Nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous serons dehors chaque jour. Nous allons les traquer pour que les uns et les autres puissent vivre en paix dans cette localité. Ces brigands, spécialistes des cambriolages de domicile et vols de motos, refont la scène de l'un de leurs forfaits. Non, ouvre gentiment quand tu as le problème. Monsieur, viens avant. L'Assemblée nationale est en deuil. Selon des témoins, le député Harouna Abdoulaye Bougué a été tué dans un accident de la route. La scène tragique s'est déroulée sur l'axe Ngaoundéré-Garoua. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Il faisait partie des nouveaux élus au Parlement. Il était l'un des députés élus dans le Mayo-Louti, dans la région du Nord. Où sont passés le centre commercial, le fameux hôtel prévu dans l'aménagement et la construction du complexe sportif d'Olembe, non loin de Yaoundé. La réalisation de ces deux infrastructures accuse un sérieux retard. Toute l'énergie est déployée pour construire et parachever le stade de football à Olembe.
Malgré cette évolution en dents de scie, les techniciens ont tenu à rassurer le président du comité de site de Yaoundé sur le respect des délais de livraison du chantier. Le gouverneur Paul Nasseri Beya, par ailleurs président du comité de site de Yaoundé, était sur le lieu afin de faire le point. Évocation avec Ike Cyril. C'est une visite inopinée, une visite surprise du gouverneur de la région du Centre sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Nasseri Paul Beya est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux près d'un mois après le passage du ministre des Sports et de l'Éducation physique à Olembe. C'est une visite inopinée qui entre dans le cadre de notre visite de routine. Il était aussi important pour nous de ne pas laisser l'opinion ou bien les rumeurs qui sont en train ou de mauvaises langues, qui disent que le chantier n'évolue pas, le chantier ne marche pas. Le chantier évolue très bien, malgré tous les petits obstacles qui sont mis ça et là. Si le président du comité de site de Yaoundé a pu se rendre compte que la pelouse est verdoyante et que les sièges sont entièrement posés, il a pu également noter qu'à la tribune d'honneur, c'est encore la pose de l'étanchéité et du système de canalisation des eaux afin de mettre les spectateurs à l'abri des intempéries. Preuve qu'il y a encore du boulot. Il y a pas mal d'activités dans la tribune même, surtout finition et MEP. On est en train de finaliser un review, une audit de le système audio et système éclairage pour faire sûr que le système que nous on va installer, c'est vraiment techniquement le meilleur pour ce stade. Et vous voyez, c'est l'asphalte ici, avec la finition des aires de jeu, le dernier bétonnage qui doit se faire et la couche finale qui doit être faite. Il faut aussi savoir, on ne va pas faire ça tout de suite juste pour finir. On va planifier ça que les choses vont se faire d'une logique technique. Le complexe d'Olembe, c'est l'aire de jeu, mais c'est aussi le centre commercial où on a l'impression que pas grand-chose n'a encore été fait. Mais pour le directeur du projet, les travaux avancent. Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec de potentiels concessionnaires pour l'équipement du centre commercial. Il y a naturellement tous les travaux encore en cours, centre commercial et les hôtels. Comme j'ai dit, les premiers contacts avec les concessionnaires, les potentiels concessionnaires, ils ont été mis. Et le plus vite qu'on a ces noms, le plus vite on peut aller en discussion avec ces gens pour faire sûr que le résultat est comme eux ils veulent. Et pour éviter qu'il y ait des changements nécessaires après la finition de nos travaux. La salle de cinéma n'est encore qu'un amas de fer, tandis que l'hôtel de 70 lits tarde encore à montrer son vrai visage. Nous sommes ici à l'intérieur de l'hôtel en construction au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Vous pouvez d'ailleurs voir l'espace réservé au jet d'eau. Vous pouvez également voir les chambres témoins. Elles déterminent ce que sera l'hôtel à la fin des travaux. Les ouvriers s'activent. À vue d'œil, il y a encore beaucoup à faire, mais les techniciens situent le taux de réalisation à 80 voire 85%. Depuis le site de construction du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé, Ike Cyril, Equinox Télévision. Sur la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, la lutte contre toute forme de trafic transfrontalier doit s'intensifier grâce à l'implémentation des dispositifs de coordination des patrouilles et le droit de poursuite transfrontalière. Ce sont quelques points saillants de l'accord signé entre les deux ministres de défense équato-guinéens et camerounais. Et ils ont pu signer cet accord militaire durant une rencontre qui s'est déroulée du côté de Malabo, la capitale équato-guinéenne. Le ministre camerounais de la Défense qui a salué cette décision des deux pays camerounais et équato-guinéens, décision visant à implémenter le droit de poursuite transfrontalière, un dispositif de coordination des patrouilles, des exercices militaires le long de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'intensification de la lutte contre le trafic transfrontalier. Des publi-reportages dans ce journal, l'entreprise Camtel entreprend la formation de ses personnels à la sécurisation du patrimoine de l'État. Ils ont été inscrits à l'école d'une gestion plus orthodoxe sous l'encadrement du contrôle supérieur de l'État. Des précisions dans ce reportage.
La sécurisation du patrimoine public préoccupe le top management de la Cameroon Telecommunication, Camtel. Pour s'assurer de la maîtrise de cette exigence, un atelier de formation destiné au personnel de Camtel se tient à Yaoundé. Comme institution supérieure de contrôle du Cameroun, le CONSUP, bien sûr, est gendarme de l'État, mais nous sommes tenus à accompagner ces ordonnateurs, ces gérants et gestionnaires des crédits publics sur le plan méthodologique, technique et même pédagogique à travers les ateliers de formation. Camtel, c'est une entreprise d'État et nous avons le devoir de nous assurer que cette entreprise dont on nous a confié la charge, que toutes les actions que nous menons, les actes que nous prenons se fassent selon les lois et le règlement qui encadrent la gestion des entreprises publiques. Durant cet atelier, le contrôle supérieur de l'État entend doter les personnels de Camtel de suffisamment de connaissances en matière de gestion de la fortune publique. Nous voulons présumer qu'ils sont à zéro, nous commençons à zéro. Et c'est pour ça que nous allons prendre ou bien les sensibiliser sur les typologies de fautes et les sanctions y afférentes, sur la responsabilité et le régime de responsabilité. On va aussi les édifier et on va d'abord faciliter la compréhension de beaucoup de choses. Ce qui, aux yeux du top management de Camtel, répond aux exigences auxquelles les personnels de cette entreprise doivent se plier. Il est important et capital que tous mes collaborateurs puissent être abreuvés, n'est-ce pas, à la science et au règlement, dont le CONSUP a la charge de s'assurer qu'elle est implémentée dans les entreprises publiques. Au total, les participants à cet atelier seront outillés pendant 10 jours sur le cadre législatif et réglementaire régissant la gestion de la fortune publique au Cameroun, les notions de faute de gestion et d'irrégularité, les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'une entreprise publique et les bonnes pratiques en matière d'exécution des marchés. C'est donc dans ce cadre que nous nous sommes... Si vous envisagez déjà de sélectionner une école primaire et maternelle pour vos enfants, sachez désormais que l'école des bourgeois est actuellement la référence à Douala, construite en plein cœur du quartier administratif à Bonanjo. C'est une école aménagée selon les standards internationaux avec un cadre optimal et convivial pour les enfants instruits par des enseignants de qualité. Reportage. L'éducation est une valeur importante pour la société. C'est pourquoi être bien éduqué veut dire également faire partir de la classe des bourgeois. Pas une bourgeoisie financière, mais intellectuelle. L'école bilingue maternelle primaire Le Bourgeois, créée en 2006, est située à Bonanjo, au cœur de la ville de Douala. C'est un vaste complexe moderne, un bâtiment technico-social, construit selon les normes du Labo Génie, qui abrite l'école bilingue Les Bourgeois Bonanjo. Nous formons les leaders de demain à un bilinguisme équilibré, grâce à une méthodologie simplifiée et appliquée à toutes les disciplines dispensées. Notre formation est du style anglo-saxon et s'applique à la crèche, la maternelle et le primaire, car nous avons le défi de la performance. Nos atouts sont un corps enseignant dévoué, expérimenté, des salles de classe vastes et climatisées, une salle informatique fournie et à jour, sans oublier la salle d'activité post et périscolaire pour les cours de danse, de peinture, de musique, de karaté et bien d'autres. Avec surtout une crèche constituée de 4 salles de classe et 4 salles de jeu aussi divertissantes qu'éducatives. L'école bilingue Le Bourgeois transmet à vos enfants la bourgeoisie intellectuelle, physique, spirituelle, morale et sociale. L'école bilingue Le Bourgeois, c'est 14 ans d'existence pour 14 ans de succès.
Il est à noter que l'effectif par salle de classe est de 15 élèves. Rejoignez-nous et garantissez à votre enfant un enseignement de qualité pour un avenir radieux. Contact 699 932 382 677 739 302. Email contact@écolelebourgeois.com. École Le Bourgeois Bonanjo, la réussite d'aujourd'hui dépend de la base d'hier. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, c'est dit que nous faisons un seul titre pour le débrief du journal. Concours d'entrée dans nos écoles normales. On limite les places. C'est une décision ministérielle intervenue au moment où il y a de nouveaux concours d'entrée pour la prochaine rentrée académique 2020-2021. Vous l'avez noté, les places sont limitées à 100 pour le premier cycle et 100 pour le deuxième cycle pour l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est un peu moins à Marois et à Bertois, des jeunes diplômés et leurs aînés qui ont déjà multiplié les échecs les années antérieures, sont frustrés. Ils auront moins de chances et moins de probabilités de réussir. Dans les rangs des syndicats, c'est également la colère et l'incompréhension, car il y a un besoin important en ressources humaines dans le secteur de l'éducation. Comment expliquer une telle décision? Vous avez suivi le chargé de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur invoquer le fait que le gouvernement n'a plus assez d'argent pour assurer l'encadrement optimal des futurs apprenants et aussi la crise sanitaire qui impose de nouvelles dispositions dans les salles de classe et des coupes budgétaires qui sont de l'ordre de la crise sanitaire et son impact sur le plan économique. Voilà les raisons données qui sont loin d'être comprises à la fois par les enseignants, les syndicats et les futurs postulants à ces différents concours d'entrée à l'école normale supérieure, à Yaoundé, Marois et Bertois. C'est voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel qui nous sera deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.